Bonjour. Petite espionne et petit double agent, sans oublier les fans de Netflix, comment allez-vous? Alors oui, je sais, je suis en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Bref, revenons sur la saison 1 de The Night Agent sur Netflix avec toutes les explications et des infos sur la seconde saison, et c'est juste après t'avoir souhaité un bon moment. Let's go! Après plusieurs épisodes à courir après la vérité, le dernier épisode du trailer politique de Netflix a finalement vu Peter et Rose arrêter un complot du vice-président. Tout se résumait à un dernier combat au camp David et avec la vie de la présidente en danger, les enjeux étaient au plus haut. Les événements de la saison 1 ont représenté un voyage tumultueux pour toutes les personnes impliquées, sans exclure les principaux antagonistes de la série. Les efforts déployés par Peter, Rose, Chelsea et Monks ont causé de nombreux problèmes dans les plans des méchants. Les personnages principaux ont subi de grandes pertes en cours de route, à savoir Cisco et Monks, mais diverses percées dans leur enquête les ont aidés à se rapprocher de plus en plus pour découvrir ce que les méchants prévoyaient, tout en révélant des joueurs cachés dans un complot secret. Mais malgré les progrès qu'ils ont réalisés, le vice-président, Ashley Redfield et Gordon Wick ont quand même mis en place leur plan, bien qu'avec quelques changements. Voici toutes les explications concernant la première saison de The Night Agent. Selon la série Netflix, Night Action est une agence totalement confidentielle qui s'adresse à d'autres membres désavoués d'agences telles que la CIA, la NSA, la DEA et le FBI en dernier recours lorsque quelque chose ne va pas. Et bien que nous ne puissions pas confirmer avec certitude qu'il existe bien une agence Night Action, il est très probable qu'il existe une sorte de filiale non officielle disponible pour les agents secrets qui pourraient être en détresse comme la tante et l'oncle de Rose Larkin. Dans l'émission, Peter dit au chef d'état-major de la Maison Blanche, Diane Farr, qu'il n'a jamais entendu parler du département secret. Et elle dit qu'il ne devrait pas et que c'est encore plus secret que les opérations du renseignement central. Le matériel source de l'émission provient du roman à succès de l'auteur Matthew Quirk, du même nom, qui ressemble beaucoup à Tom Clancy, Jack Ryan. Quirk a récemment commenté la façon dont il a fait des recherches sur l'opération Night Action. Pour la recherche, il a dû parler à énormément de monde et surtout à des gens du FBI et de la CIA. Et il a demandé ce qui se passait lors de ses astreintes nocturnes et dans la salle de crise pendant une crise, et comment un scénario de contre-espionnage comme celui-ci jouerait. Il semble donc qu'il y ait bien quelqu'un qui occupe un rôle très similaire dans la vraie vie à la Maison Blanche. Ce n'est peut-être pas tout simplement dans le sous-sol comme décrit dans la série, mais au moins aujourd'hui nous savons. Maintenant, passons à l'attentat du métro. L'identité des parties à l'origine de l'attentat à la bombe dans le métro, les détails concernant la dissimulation et le motif de l'attaque font tous partie intégrante de l'histoire de The Night Agent, car ils expliquent tout ce qui s'est passé dans la série. Les cerveaux de l'attaque terroriste étaient Redfield et Wick qui ont engagé Colin Worley pour déclencher la bombe. Diana Farr n'a pas participé à l'intrigue elle-même et n'a été informée qu'après qu'elle ne se soit déjà produite. Elle a cependant pris des mesures pour s'assurer que le public et la Maison Blanche n'apprennent pas la vérité sur ce que Redfield et Wick avaient fait. Comme Peter et Rose l'ont compris au début de la série, l'attentat à la bombe dans le métro n'a jamais été une simple attaque terroriste. Le but était de masquer le meurtre d'une seule cible, Omar Zadar. Zadar était une personnalité politique étrangère dont l'histoire d'implication présumée dans des attentats terroristes sur le sol américain a fait de lui un sujet de grande controverse. Mais en raison de sa popularité et de son pouvoir, la présidente Michelle Travers a estimé que le gouvernement américain devait aller au-delà du passé et travailler avec Zadar. Redfield, d'autre part, a estimé qu'une alliance avec quelqu'un comme Zadar déstabiliserait la nation et voulait sa mort. Wick était du même avis, mais était également motivé par ses propres intérêts. Comme Farr l'a souligné, la société de Wick a reçu des milliards du rival politique de Zadar. L'échec de l'attentat à la bombe dans le métro a conduit Redfield et Wick à planifier une deuxième tentative d'assassinat contre Zadar, cette fois avec l'aide de Farr. Mais au fur et à mesure que les choses se développaient, le plan a pris de l'ampleur, les deux conspirant également pour tuer la présidente Travers. Farr a été tenue dans l'ignorance de cet aspect du plan. Elle n'était au courant que de leur stratagème original. Apparemment, Redfield et Wick ont décidé par eux-mêmes que la mort de Travers devait arriver. Comme Redfield l'a expliqué à sa fille, il pensait que Travers était trop gentille, trop douce, ce qui la rendait tout aussi dangereuse que la personne qu'il essayait de tuer.
De plus, sa mort profiterait directement à Redfield, Wick et à tous leurs pions. Si elle mourait, Redfield deviendrait président, lui permettant d'accorder le pardon à tous ceux qui l'ont aidé. Pour lui et Wick, avoir ce pouvoir était apparemment rendu nécessaire par les détails que Peter et Rose menaçaient d'exposer dans la série. Et sachant que Farr ne serait pas d'accord, ils l'ont ignoré et sont passés au complot pour tuer Zadar avec une bombe au camp David. Cela tuerait également Zadar, Travers et Chelsea, dont ils savaient qu'ils avaient au moins une certaine connaissance de leur relation dans la saison 1. Mais grâce à Peter et Rose, la tentative d'assassinat a été évitée, Redfield est tombé pour ce qu'il a fait, mais Wick reste en liberté, enfin pour le moment. Ensuite, qu'est-il arrivé au père de Peter ? Une autre intrigue clé a été conclue dans le final de la saison 1, lorsque Peter a finalement obtenu les vérités qu'il recherchait concernant son père. Les réponses abandonnées dans le final ont révélé que les soupçons sur Peter Sutherland Senior étaient malheureusement fondés. Comme l'a confirmé la vidéo de confession, il était en effet coupable de trahison. En échange d'argent, il a fourni des secrets gouvernementaux à un agent étranger, même après avoir pris conscience de leur véritable nature. La brèche au Pentagone est le résultat direct de ses actions. Mais plutôt que de mourir en traître dans un accident de voiture, comme le public avait été amené à le croire, le père de Peter a conclu un accord avec la Maison Blanche pour devenir un agent double, vraisemblablement pour se racheter. C'est son travail en tant qu'agent double qu'il a finalement fait tuer, mais comme ces circonstances étaient censées être tenues secrètes, Peter n'a pas été autorisé à connaître toute l'histoire jusqu'à ce qu'il reçoive une faveur de Travers dans le final de la saison 1. La fin de la saison a aussi montré la première rencontre de Peter et Diane Farr après le rétablissement de Peter pour l'attentat. Leur première rencontre s'est avérée assez bizarre, mais c'est l'inclinaison positive de Farr envers Peter et sa volonté de lui offrir un travail lui répondant à la fois en tant que chef de cabinet et directeur adjoint du FBI qui se sont particulièrement démarqués. En effet, considérant l'histoire du père de Peter comme un traître qui aurait divulgué des documents classifiés et les théoriciens du complot considérant Peter comme le terroriste des attentats à la bombe du métro, Farr, faisant confiance à Peter et offrant une telle position à Peter, était au mieux invraisemblable. Farr choisissant Peter dans ce climat l'aurait rendu particulièrement fidèle à elle, précisément parce qu'elle lui avait offert une seconde chance alors que le monde le considérait comme dangereux en raison de l'histoire de son défunt père et de lui se trouvant au mauvais endroit et au mauvais moment lorsque l'attentat du métro a éclaté. Et le choix de Peter était parfait parce qu'elle savait qu'il avait vu le terroriste et qu'elle aurait pu contrôler ce qu'il partageait. Étant donné que tout ce que Peter a dit n'aurait pas été pris au sérieux en raison de son histoire, le choisir rendait peu probable que la vérité apparaisse car personne n'aurait jamais cru le fils d'un traître présumé et peut-être un terroriste. Je voulais aussi revenir sur la performance d'Helen et Dale en tant que nouveaux parents dans la série qui a établi à quel point ils étaient dangereux, étant donné que pour récupérer un sac, ils avaient volé un bébé et tué la propriétaire de la maison. Alors qu'Helen apprenait que ce qu'ils avaient volé était une peluche contenant une caméra de nounou cachée, Farr, donnant la même caméra à Redfield dans l'épisode 7, a dévoilé son implication. Considérant que la nounou cam a enregistré une vidéo incriminante qui aurait mis fin à la carrière de Redfield, il était clair que Farr l'avait récupérée pour protéger l'administration. Mais cela signifiait toujours que Farr soutenait le plan brutal des deux assassins. Et en plus d'obtenir des réponses sur son père, Peter a été récompensé pour avoir sauvé Travers d'une autre manière. En reconnaissance de ses capacités, il a été nommé agent de nuit. Au lieu de surveiller le téléphone dans un sous-sol, Peter pourra opérer sur le terrain et se lancer dans des missions secrètes comme la tante et l'oncle de Rose. Ce qu'il fera exactement n'a pas été expliqué, ni les détails de sa première mission, mais la portée du projet Night Action a été teasée par Travers, qu'il a décrit comme quelque chose qui ne couvre pas les continents et mettrait Peter en position d'aider le pays d'une importance vitale. Comme l'implique la fin de la saison 1, la série a beaucoup d'histoires qu'elle peut raconter avec ses personnages, Peter en particulier. Netflix a déjà confirmé que l'émission a été renouvelée pour une deuxième saison. Il est trop tôt pour dire ce que son intrigue impliquera, mais des indices peuvent être trouvés dans la fin de la saison 1 et les paroles du créateur de la série, Sean Ryan. Sur la base des commentaires de Ryan, The Night Agent déplacera son cadre central de Washington DC vers un nouvel emplacement. On ne sait pas
où cela se fera, mais cette décision correspond à ce que Travers a dit sur la portée du programme Night Action. Fort de ces remarques, la saison 2 pourrait se dérouler n'importe où sur la planète. La série comprendra également une distribution de nouveaux personnages qui ira bien sûr de pair avec le changement de lieu. Selon la direction prise par la saison 2, la série peut ou non aborder le plus gros problème de la saison 1, Gordon Wick. Wick n'a jamais été attrapé, ce qui signifie qu'il pourrait se présenter comme un méchant de retour lorsque l'histoire de Peter et Rose se poursuivra. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la première saison de The Night Agent. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette première saison? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.